Il pensait qu'un discours pouvait être dompté par des protocoles minutieux, qu'une poignée de pages signées suffirait à enchaîner une voix rétive et faire disparaître la fièvre d'une place. Mais à Ouagadougou, l'histoire choisit un autre rythme, celui d'un homme, Ibrahim Traoré, qui refusa les excuses écrites d'avance, déchira le scénario et porta une parole sans filtre jusqu'aux Nations Unies. Alors, que se passe-t-il quand un chef d'État décide que le silence trahit et que la dignité devient la révolution la plus bruyante pour un peuple entier, ici et maintenant? Le moment qui suivit fut plus qu'un discours. C'était une promesse, un engagement lancé depuis une tribune devenue symbole. Ibrahim Traoré n'annonçait pas seulement une position politique, il traçait la ligne d'un combat moral. La promesse était simple mais risquée. Parler au monde sans s'excuser, défendre la souveraineté africaine sans traduction diplomatique. Le bénéfice, lui, tenait en 10 mots, redonner au peuple la fierté d'exister sans permission. Mais le prix pouvait être immense. Sanctions, isolement, perte d'aide et d'alliés. Pourtant, dans cette tension, un fil invisible reliait Ouagadougou au cœur africain dispersé. Si le Burkina Faso résistait, d'autres suivraient. Et si le dirigeant tombait, l'idée resterait. C'est cette tension entre fierté et risque qui fit trembler les chancelleries. Alors, comment une seule voix, venue d'un petit pays enclavé, pouvait-elle ébranler les équilibres d'un continent? Tout commença avant l'aube, par un appel téléphonique sans protocole ni drapeau. À 2 heures du matin, la voix d'un ambassadeur américain brisa le silence. « Monsieur le Président, nous devons parler. » 20 minutes plus tard, une camionnette noire franchissait les grilles du palais, sans caméra, sans emblème. 3 hommes seulement, porteurs de dossiers classés, cartes satellites des mines d'or, rapports sur les prêts chinois, notes sur les conseillers russes. Ibrahim Traoré les écoutait en silence, les doigts posés sur le vieux bureau de Thomas Sankara. Leurs mots disaient coopération, leurs regards contrôle. En vérité, ce n'était pas une discussion diplomatique, c'était une mise en garde. Les puissances parlaient de stabilité. Lui y entendait l'ordre ancien, celui qui imposait aux nations africaines de demander pardon avant de respirer. Alors, quand ils lui conseillèrent de modérer son ton à l'ONU, la tension devint palpable. Le lendemain, une rumeur savamment orchestrée envahit les rédactions occidentales. Traoré renoncerait à son discours. CNN saluait le retour du dialogue. L'abbé parlait de progrès diplomatique. Paris et Washington se félicitaient d'une victoire imaginaire. En réalité, la partie ne faisait que commencer. Dans les rues de Ouagadougou, des dizaines de milliers de personnes se rassemblaient déjà sur la place de la Révolution. Pas pour voir un président, pour entendre la vérité. Sous le soleil brûlant, les poings se levaient, les tambours résonnaient. Ibrahim Traoré avançait, uniforme trempé, regard fixe. Lorsqu'il déclara « Ils pensent que nous allons nous excuser », la foule rugit. Ce jour-là, le Burkina Faso devint le miroir d'un continent. Vous souvenez-vous? Tout part d'une phrase, et soudain le monde change de rythme. Ce soir-là, dans la chaleur étouffante de la place de la Révolution, un vieil instituteur leva les yeux vers le podium. Autour de lui, ses anciens élèves, devenus maires, étudiants, ouvriers. Ils n'étaient pas venus par curiosité, mais parce qu'ils reconnaissaient dans la voix d'Ibrahim Traoré celle qu'on leur avait refusée pendant des générations. Ce n'était plus un président qui parlait, mais un témoin des humiliations communes. Parmi la foule, Awa, vendeuse de rue, tenait sa fille sur le dos. Elle écouta chaque mot comme une prière. « Nous n'avons rien à nous reprocher. » À ce moment précis, quelque chose se fissura dans les consciences. Les conversations cessèrent d'être prudentes. Les regards, baissés depuis des décennies, se redressèrent.
Dans les heures suivantes, des messages circulèrent sur les réseaux. Des enseignants postaient le discours. Des soldats partageaient la vidéo avec la légende « Debout pour la dignité ». En moins de 12 heures, le hashtag Africa No Apology se répandit sur tout le continent. Pourtant, ce mouvement n'était pas une explosion de colère, mais un ordre calme et lucide, celui d'une génération qui refusait désormais le silence. Ainsi, dès les premières lueurs, le nom d'Ibrahim Traoré devint le symbole d'un réveil plus vaste que ses frontières. Et la question commença à se poser dans les cafés, les bureaux, les chancelleries. Que feraient-ils, eux, face à ce miroir tendu? Tout s'accéléra à partir de ce soir-là. Ce que l'Occident prit pour une pause diplomatique devint, au Burkina Faso, une montée en puissance silencieuse. Dans les couloirs du palais, Ibrahim Traoré réunit ses conseillers. Communication coupée, lignes surveillées, agents étrangers identifiés. À 2h du matin, il appela son chef de la sécurité. Combien sont-ils à Ouagadougou? 17 confirmés, peut-être le double. Le ton resta calme, presque mathématique. Le plan naquit de ce calme. Désorienter l'adversaire, le laisser croire à la reddition, puis réapparaître avec la vérité. Le lendemain, les chaînes internationales relayèrent la rumeur d'un retrait. CNN titra « Le leader du Burkina Faso assouplit sa position ». À Paris, on sabra le champagne. À Washington, on parla de victoire. Pourtant, au cœur du pays, un tout autre scénario s'écrivait. Sur la place de la Révolution, des dizaines de milliers de citoyens affluaient. Leurs chants, mêlant colère et ferveur, faisaient trembler l'air. Les tambours résonnaient comme une batterie de guerre douce. Quand Ibrahim Traoré monta sur scène, la lumière du couchant traversa la poussière. Son uniforme, trempé de chaleur, brillait d'un éclat presque ancien. Il parla sans notes, sans traducteur, sans prudence. Il pense que nous allons nous excuser. Il croit que l'Afrique doit encore demander la permission de parler. Mais qui s'est excusé d'avoir colonisé? Qui a demandé pardon pour avoir pris nos voix? Chaque phrase frappait comme une onde. Les vieux pleuraient, les jeunes levaient le seul poing, les enfants écoutaient sans comprendre, mais sentaient la vibration. Ce n'était pas un meeting, c'était une rédemption. Cette nuit-là, le pays entier resta éveillé. Ce qui avait commencé comme une crise diplomatique devint une insurrection morale. Les lignes se redessinèrent. D'un côté, la peur et les calculs. De l'autre, la dignité et la parole. Quand le soleil se leva, Ibrahim Traoré prit l'avion pour New York. Dans sa mallette, aucun discours officiel, seulement la promesse d'un continent qui ne murmurerait plus. Devant l'Assemblée des Nations Unies, l'air semblait figé. Plus de 100 délégations, des drapeaux alignés, des caméras braquées. Ibrahim Traoré posa lentement ses papiers sur le pupitre, sans les ouvrir. Sa voix s'éleva, posée, ferme. Avant de me demander des excuses, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois vous êtes-vous excusé pour ce que vous avez fait à l'Afrique? Silence. Une statistique invisible flottait dans la salle. 4 siècles de pillage, d'intervention, de promesses conditionnées. Dans les 20 dernières années seulement, 73% des aides octroyées au Sahel sont revenues, sous forme d'intérêts ou de contrats. Quand les enfants africains meurent de faim à cause de ces politiques, cela s'appelle encore économie. Deuxième chiffre. Selon la Banque mondiale, 62% des pays africains dépensent plus pour le service de la dette que pour l'éducation. Vous parlez d'aide, mais ce que vous livrez, c'est la dette, lança-t-il. Le traducteur trembla dans son micro. Troisième donnée, sur les 50 dernières interventions militaires étrangères en Afrique, 37 ont été menées au nom de la stabilité, mais 44% ont entraîné une hausse des déplacements de population dans les 5 années suivantes. Ibrahim Traoré marqua une pause. Vous appelez cela la paix, nous appelons cela la dépendance. Chaque pourcentage était une arme.
Chaque silence, une détonation. Le délégué français quitta la salle. La porte claqua plus fort qu'un applaudissement. Puis, dans un geste imprévisible, le président sortit son téléphone. J'ai reçu ce matin un message d'une fillette de 12 ans à Ouagadougou. Elle écrit « Monsieur le Président, s'il vous plaît, ne les laissez pas vous faire sentir petits. Nous sommes fiers d'être africains. » Ah si, dit-il. La salle resta muette. Cet enfant a plus de dignité que bien des institutions ici, conclut-il. Dans ces chiffres, il n'y avait pas seulement des données. Il y avait la mesure d'un siècle de mépris et la preuve que la vérité, quand elle se quantifie, devient indéniable. Les réactions furent immédiates et contrastées. Dans les couloirs des Nations Unies, certains diplomates saluèrent le courage d'Ibrahim Traoré. D'autres y virent une provocation. Deux argumentations s'affrontèrent avec la rigueur d'un débat ancien. Le premier camp défendait l'idée que la diplomatie exige des formes, que l'insolence d'un petit État pouvait coûter cher à tout un continent. Le monde, disait-il, ne se réinvente pas dans un discours, surtout face aux équilibres financiers qui garantissent l'ordre global. La prudence, selon eux, valait mieux que la fierté. Le second camp, au contraire, soulignait l'hypocrisie du statu quo. Il rappelait que depuis 30 ans, chaque aide s'accompagnait d'un taux, chaque traité d'une clause d'obéissance. Un économiste nigérian calcula que, sur 10 milliards prêtés à l'Afrique depuis 2000, 8 avaient déjà été remboursés, sans que la dépendance diminue. Entre les deux discours, Ibrahim Traoré se plaça ailleurs, ni défensif ni provocateur. Il répondit par les faits et non les slogans. « Si dire la vérité dérange, c'est que le mensonge a trop duré », lança-t-il dans une interview à Reuters, quelques heures plus tard. Son ton ne cherchait pas l'affrontement, mais la cohérence. Exiger pour l'Afrique le même respect qu'on accorde aux puissances. Cette posture, mesurée mais ferme, inversa la dynamique du débat. Les chiffres, les citations et la logique remplacèrent les cris. Et dans ce calme lucide, l'idée prit racine. Refuser la soumission n'est pas un excès, c'est une normalité retrouvée. C'est ainsi que, pour la première fois, la communauté internationale dut admettre que le discours du Burkina Faso n'était pas un défi, mais une équation de dignité. Au milieu de la tempête médiatique, un moment suspendu changea tout. « La peur est passée », déclara Ibrahim Traoré d'une voix brève. 8 mots qui suffirent à renverser la tension. Autour de lui, le silence se fit dense, comme si le monde retenait son souffle. Ce n'était plus seulement le Burkina Faso qui parlait, mais une conscience collective. Dans ce calme, il ne promit ni miracle, ni revanche. Il parla de la dignité comme d'une ressource inépuisable, d'une arme que nul embargo ne pouvait confisquer. Les caméras captèrent son visage, ferme, mais les analystes ne surprirent pas déchiffrer ce qu'ils voyaient. Un défi ou une renaissance. Ce moment devint pivot. À New York, les chancelleries rédigèrent dans des communiqués prudents. En Afrique, les radios locales diffusèrent son discours en boucle. L'onde de choc, mesurée en heures, s'étendait déjà au-delà des frontières. C'est là, dans cette accalmie électrique, que naquit ce qu'on appellerait bientôt l'effet Traoré. Un souffle, une idée, un retour du mot « dignité » dans la bouche des peuples. Les heures qui suivirent le discours transformèrent le symbole en action. Sur 4 fronts, nation, diplomatie, économie et culture, les répercussions se multiplièrent. Au niveau du pays, au Burkina Faso, la place de la Révolution se transforma en chantier. Des ingénieurs rouvrirent d'anciennes usines. Des agriculteurs restaurèrent les canaux d'irrigation abandonnés. En 6 mois, la production céréalière augmenta de 42%. Sans prêt étranger, le pays atteignit, pour la première fois, l'autosuffisance alimentaire. Les journaux occidentaux parlaient d'isolement, mais sur le terrain, on appelait cela indépendance vécue. Sur le plan diplomatique, 43 ambassadeurs africains se réunirent à New York la nuit même. En 48 heures, 12 chefs d'État
signèrent ce qui devint la Déclaration de New York. Aucune nation africaine n'acceptera désormais une aide conditionnelle. En moins d'une semaine, 27 autres rejoignirent le mouvement. Les chancelleries européennes s'inquiétèrent de désalignements systémiques, signe que le récit colonial s'effritait. Sur le plan économique, en Haïti, premier pays à répondre à l'appel, le gouvernement se retira des programmes du FMI. 3 semaines plus tard, la Zambie limita ses exportations de cuivre aux partenaires respectant la souveraineté palestinienne. Au Sénégal, les bases françaises reçurent un ultimatum de 10 jours pour fermer. Ces gestes, isolés en apparence, dessinèrent une carte nouvelle, celle d'un continent qui cessait de s'excuser d'exister. Sur le plan culturel et symbolique, des artistes d'Accra, Lagos et le Cap transformèrent les mots d'Ibrahim Traoré en chants et fresques murales. Des étudiants jamaïcains projetèrent son discours dans les amphithéâtres, tandis que les diasporas de Londres et Paris brandissaient des pancartes. « Nous n'avons pas besoin de votre approbation pour être libres ». Ce fut que la preuve la plus éclatante que la dignité, une fois prononcée, devient contagieuse. Les analystes l'appelèrent l'effet Traoré, une onde qui traverse les frontières, les marchés et les consciences, sans passeport. 6 mois après le discours, le monde observait, partagé entre fascination et méfiance. 3 trajectoires possibles se dessinaient pour le Burkina Faso et, au-delà, pour l'Afrique qui s'en inspirait. Dans le scénario principal, le pays consolide sa souveraineté sans rupture totale. Les réformes économiques soutenues par la diaspora maintiennent un équilibre fragile. Les exportations se réorientent vers l'Afrique de l'Ouest et l'Asie. La dette se réduit de 15% en un an. Ce modèle, mesuré mais ferme, redéfinit la coopération. Partenariat d'égal à égal, sans tutelle. Dans le scénario le plus favorable, l'effet Traoré s'étend. 30 nations africaines signent des accords commerciaux intracontinentaux, accélérant la zone de libre-échange africaine. Les programmes éducatifs nationaux réintroduisent les savoirs traditionnels. En 12 mois, le Burkina Faso devient référence diplomatique d'un tiers-monde réaffirmé. La jeunesse africaine adopte un nouveau mot d'ordre. Pas d'excuses, des projets. Dans le scénario le plus critique, les sanctions occidentales s'intensifient. Fonds gelés, blocage des devises, campagne médiatique. Le risque, une économie asphyxiée, un isolement forcé. Pourtant, même ce scénario cache une graine, l'union par la contrainte. Face à l'adversité, les nations pourraient accélérer l'intégration régionale, redécouvrant qu'une indépendance collective vaut plus que des dépendances individuelles. Ces 3 chemins convergent vers une seule condition. Si la dignité devient pratique quotidienne, elle cessera d'être un slogan. Car, si la liberté est un choix, comme le dit Ibrahim Traoré, alors chaque décision économique, chaque alliance diplomatique, chaque parole publique devient une brique de souveraineté. Et si, dans un an, ce n'était plus seulement une politique, mais une culture, au-delà des chancelleries et des statistiques, il restait des visages. Dans les marchés de Ouagadougou, les conversations changeaient. On parlait moins d'aide, plus de production locale. Une mère racontait à son fils que pour la première fois, le riz du soir venait de la terre voisine. Dans les lycées, les professeurs lisaient des extraits du discours d'Ibrahim Traoré avant les cours d'histoire. Non comme un manifeste politique, mais comme une leçon de courage. Les jeunes y voyaient un miroir. Si lui pouvait parler sans peur, eux pouvaient créer sans attendre. En Côte d'Ivoire, des étudiants lançaient des start-up d'énergie solaire, baptisées Souveraineté. À Dakar, des artistes peignaient des fresques de Traoré, Sankara et Mandela réunis sous un même ciel. Mais l'impact le plus intime restait invisible, celui des consciences. L'idée que la dignité n'était pas un luxe, mais un réflexe, que chaque citoyen, sans drapeau ni fonction, avait part à la voie commune. C'est ainsi qu'un discours devint conversation, puis culture. Et lorsque les médias occidentaux demandèrent
Que gagneront-ils à tant d'orgueil? Une réponse circula sur les réseaux. Nous ne gagnons rien. Nous redevenons nous-mêmes. De la parole à l'action, Ibrahim Traoré traça un plan concret, une méthode pour transformer la souveraineté en pratique quotidienne. 5 étapes simples mais structurantes. D'abord, réaffirmer l'autonomie alimentaire. Chaque région devait cultiver ses propres semences, relancer les systèmes d'irrigation traditionnels. 6 mois plus tard, la production locale couvrait 95% des besoins nationaux. Ensuite, redéfinir les partenariats. Les accords bilatéraux seraient désormais conditionnés par la réciprocité. Pas d'aide sans respect. Cette clause, adoptée par 10 pays voisins, changea la grammaire diplomatique africaine. Puis, créer un fonds africain de souveraineté, alimenté par les diasporas et les ressources minières. En moins d'1 an, il atteignit 1 milliard de dollars. De plus, investir dans l'éducation civique et technologique. Dans les écoles, on n'enseigna non plus la dépendance, mais la responsabilité. La liberté s'entretient, répétait Traoré, comme un champ qu'on cultive. Enfin, institutionnaliser la dignité, inscrire dans la Constitution le droit à la souveraineté morale. Ce geste, symbolique en apparence, c'est là l'héritage d'une génération. Ainsi, l'effet Traoré cessa d'être une émotion pour devenir une méthode. Une méthode qui disait « La liberté n'est pas un miracle, c'est une discipline collective ». Des mois plus tard, au crépuscule, Ibrahim Traoré revint sur la place de la Révolution. La foule était moins nombreuse qu'Assouz, mais plus calme. À ses pieds, un vieil homme lui tendit un drapeau plié, le premier drapeau de l'indépendance du Burkina Faso. La liberté, murmura-t-il, n'est pas un cadeau, c'est un choix qu'on refait chaque jour. Traoré hocha la tête. Autour de lui, les tambours résonnaient doucement, non plus comme un cri, mais comme une respiration. Le peuple n'attendait plus des discours, il construisait. Les champs verdissaient, les écoles se remplissaient, les visages redevenaient confiants. Le jeune capitaine comprit alors que sa parole n'avait jamais été une provocation, mais une transmission. Ce n'était pas son histoire, c'était celle d'un continent qui relevait la tête. Et dans ce silence vibrant, une certitude naquit. L'Afrique n'avait plus à s'excuser d'exister. Aujourd'hui, cet héritage n'appartient plus à un homme, mais à chacun qui ose parler debout. Quand quelqu'un vous dira d'abaisser la voix, souvenez-vous de ce jour où l'Afrique s'est levée et le monde a écouté. La dignité n'est pas donnée, elle se réclame. Elle se vit dans chaque champ labouré, chaque mot assumé, chaque silence refusé. Le message d'Ibrahim Traoré n'est pas un souvenir, c'est une invitation à enseigner la fierté, à construire sans attendre l'autorisation. Parce qu'un peuple qui s'excuse disparaît. Un peuple qui se dresse devient inarrêtable. Et vous, que ferez-vous de cette voix? Resterez-vous spectateur ou porterez-vous, à votre tour, la parole qui refuse de plier? La révolution n'a plus besoin d'armes, seulement de mémoire, de courage et d'un mot, debout.